sur la question 4, on va se poser la question des différences entre formation en présentiel et formation à distance. Martine, tu peux lancer le sondage. Selon vous, à quelle étape d'un projet d'ingénierie de formation la distance induit-elle le plus de différences? Donc, on a des étapes. Alors, là, il faut que vous alliez sur Klaxoon et vous cliquez sur participer. Et donc, vous allez avoir donc les 6 étapes qui apparaissent et donc on vous demande de faire un choix sur pour vous, selon vous, donc c'est un choix unique, quelle est l'étape du projet d'ingénierie où la distance induit le plus de différence? Voilà, je vous propose qu'on arrête le sondage, Martine, et puis qu'on l'affiche. Ah, d'accord, il y a des gens qui... Oui, pardon, il faut peut-être quand même une petite minute de réflexion déjà par rapport aux différentes étapes. Effectivement, je vais peut-être un petit peu vite. Okay. Voilà, donc là, je crois que c'est Sylvain qui va intervenir sur cette question. Oui, tout à fait. Alors, je regardais juste les résultats. Donc, ce qui arrivait en tête, c'est la conception et la réalisation. L'analyse arrive plus tard, l'évaluation arrive plus tard. Alors, en réalité, c'est une question piège un peu, hein, parce que en réalité, moi, je ne saurais pas trop répondre à cette question, à vrai dire, parce que je pense que toutes les étapes sont impactées. En réalité, il y a 2 types d'impact. Le premier, qui concerne vraiment toutes les étapes, c'est le fait qu'il faut aller plus loin dans chacune de ces étapes. Je vais m'expliquer. Par exemple, là, vous avez parlé de l'étape d'analyse, on voit elle arrive un petit peu vers la fin. Néanmoins, pour rebondir sur ce que disait Isabelle tout à l'heure, l'étape d'analyse, elle est très très fortement impactée par la digitalisation parce que quand vous organisez une séance de formation présentielle, vous accueillez les gens chez vous, dans votre centre de formation. Donc c'est vous qui organisez l'espace, le temps, c'est vous vous maîtrisez finalement assez bien ce qui se passe. Quand vous faites une formation à distance, c'est vous qui allez chez chacun de vos apprenants, chacun de vos stagiaires, chacun de vos étudiants, suivant vos cas. Et en fait, ça, c'est très compliqué parce que vous savez pas, en fait, comment c'est chez eux. Comme le disait tout à l'heure Isabelle, vous connaissez pas leur équipement, vous maîtrisez pas leur emploi du temps, vous maîtrisez même pas, leur connexion. Vous l'avez mis dans les mots-clés tout à l'heure. Enfin, donc, ça veut dire que si vous voulez que votre système, votre dispositif réussisse, il faut que vous ayez plus d'informations sur qui sont les apprenants, qu'ils sont eux, quel est leur environnement, que quand vous êtes dans une salle finalement où vous allez accueillir les gens et vous allez compter finalement sur la capacité que vous aurez à les appréhender au moment où ils seront là d'une certaine manière. Alors ça, je résume un peu parce qu'évidemment, c'est des choses sur les apprenants avant qu'ils arrivent, mais là, vous avez vraiment besoin d'avoir un niveau supplémentaire. Pour la conception, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que le rythme à distance, dont on parlait tout à l'heure, il faut l'anticiper. Quand dans la salle, en fait, vous voyez que votre groupe ralentit un peu, c'est après le déjeuner, c'est un peu dur, la digestion, etc. Quand vous avez besoin de relancer votre groupe, un animateur, il est capable, en fait, de sortir une activité ou de modifier finalement sa progression, d'inverser, par exemple, 2 séquences par rapport à ce qu'il avait prévu, parce que ça n'a pas d'impact sur l'apprentissage et puis qu'en termes de rythme, ce serait plus malin de le faire à ce moment-là. À distance, il faut que les choses soient beaucoup plus anticipées, en fait, parce qu'on ne va pas pouvoir trop improviser. Donc, il faut que ce soit un peu plus conçu. Et donc, comme c'est plus conçu, ça veut dire qu'il faut aller plus loin finalement pour limiter le risque. En fait, on a moins de possibilités, si vous voulez, de rattraper le coup, si je puis dire, en cours de route. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, en fait, il faut aller un petit peu plus loin. Alors ça, c'est déjà le premier impact. Donc toutes les phases sont impactées de ce point de vue-là. C'est pareil pour l'évaluation, c'est pareil, voilà. Et après, il y a un autre type d'impact qui lui est un petit peu différent, qui sont des gestes nouveaux. En fait, vous allez devoir apprendre à faire des gestes que vous ne faisiez pas avant. Par exemple, quand vous êtes dans une salle, vous allez utiliser votre corps, votre voix, etc. pour communiquer avec les apprenants. Là, quand vous serez à distance, la voix va quand même compter.
si vous êtes par exemple en classe virtuelle. Mais si vous êtes en asynchrone, par exemple dans un forum, votre voix elle sert pas à grand chose. Donc il va falloir, par exemple, apprendre à communiquer à l'écrit, être capable de faire des relances, être capable d'identifier les signaux faibles, etc., qui sont pas du tout les mêmes que ceux que vous avez dans la salle. Vous n'avez pas de réaction corporelle de votre public parce que vous le voyez pas. Il y en a, mais vous le voyez pas. Donc il va falloir être capable d'apprendre aussi des gestes nouveaux. Évidemment, sur la réalisation, d'ailleurs, vous l'avez mis dans les premiers éléments, il va falloir apprendre à servir de logiciels, par exemple, que vous n'aviez pas besoin, évidemment, d'utiliser dans la salle. Il va falloir, voilà. Donc là, il y a tout un tas de gestes nouveaux sur le tutorat, l'accompagnement, sur la réalisation. C'est peut-être là que c'est le plus impactant, qui eux vont être à acquérir pour les organismes de formation. Et donc ça va nécessiter évidemment de professionnaliser les gens, les équipes, de se spécialiser, d'acquérir ces nouvelles compétences. Je voudrais rajouter peut-être un petit point, effectivement, par rapport à la question initiale qui était quelles sont les étapes. Enfin, les étapes, on les a vues là, et effectivement, comme Sylvain vient de détailler, ce sont les mêmes en fait que celles d'un projet d'ingénierie de formation en présentiel. La chose qui peut-être qui est un petit peu différente, c'est que il va y avoir aussi plus d'acteurs, c'est-à-dire qu'étant donné qu'on rajoute une couche d'outils numériques, on va avoir du coup des ou pas, hein, ça va dépendre des contextes, hein, toujours dans les projets, mais on peut avoir l'intervention d'autres personnes, la personne qui va concevoir une ressource, qui va fabriquer une ressource, un vidéaste, un graphiste, et donc on va avoir de multiples personnes qui peuvent intervenir là où avant une seule personne pouvait concevoir la formation. On va avoir aussi les tuteurs, hein, tout ce qui est tutorat. C'est pas forcément le formateur, ou il en fera une partie, mais peut-être pas que lui. Pas forcément lui qui fera tout. Il y a plusieurs fonctions à couvrir dans l'accompagnement. Donc on aura une équipe là où avant l'équipe pouvait être très réduite en fait. Et qui dit équipe, dit aussi du coup gestion de projet. Donc avec aussi des notions qui sont pas toujours mises en œuvre au quotidien, ce sont selon les contextes en fait. Donc c'est la géométrie un peu variable, mais avec cette dimension peut-être plus ingénierie de projet que classiquement. Je vous remercie tous les deux. Donc, peut-être juste pour résumer, ce que je retiens, moi, c'est que toutes les phases sont impactées et qu'il faut aller plus loin dans chacune des étapes. Qu'il y aura certainement, notamment sur la phase réalisation, l'acquisition de gestes nouveaux pour le formateur. Et ça, effectivement, on va en reparler dans la suite de nos questions.